OK, eh bien, je vais pouvoir commencer. Alors, salut, ouh là, peut-être que ça sature un peu. Salut à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être présents donc à cette conférence intitulée «Souffrance au travail, comment l'industrie agile y contribue». Nous sommes ensemble, jusqu'à, 14 heures, non, enfin 40 pour 45 minutes, j'ai déjà oublié le timing. 45 minutes durant lesquelles je vais vous partager ma conviction, profonde, selon laquelle l'industrie agile peut générer, malgré toutes ses bonnes intentions initiales, du mal-être au travail. Alors avant de me lancer, je vous partage, 2 informations pratiques. Premièrement concernant la présentation, enfin les slides en fait que je vous partage, je vais les, enfin que je vous présente, je les partagerai, aussi, je vous partagerai le lien tout à l'heure pour que vous puissiez, y accéder. Je l'ai déjà mis dans le chat tout à l'heure, mais je le remettrai pour ceux qui ont raté le lien. Et ensuite, pendant la présentation, je pourrai pas lire vos éventuelles questions, celles qui sont posées sur le chat. Donc pas de panique si vous avez envie de discuter, d'échanger sur ce que je raconte. On va avoir du temps prévu à la fin. Je sens que ma présentation dure environ 40 minutes, donc ce qui nous laissera du temps pour échanger. Je vous propose de débuter par quelques définitions, afin d'avoir la même compréhension des 3 principaux sujets que nous allons aborder ensemble, à savoir le travail, la souffrance au travail et l'industrie agile. Alors de quoi parlons-nous? Les termes travail, souffrance au travail et culture agile, car avant de définir l'industrie agile, je vais définir ce qu'est la culture agile. Ces 3 termes sont des termes flous, changeants et parfois contradictoires. Il me semble donc important, avant d'aller plus loin, de les définir. Débutons par la définition de l'agilité, ou de la culture agile, si vous préférez en parler ainsi, sur laquelle je vais aller vite, car comme nous sommes aujourd'hui à l'Agile Lille, j'imagine que nous sommes plus ou moins d'accord là-dessus, et sur ce que ça signifie, ce que ça signifie pas. Alors, il n'existe pas de définition officielle de l'agilité, ce qui explique sûrement en partie pourquoi ce mot génère des interprétations différentes, voire contradictoires. En tout cas, moi, je vais vous partager la mienne. Alors, d'après moi, la culture agile est un moyen permettant à un collectif de prospérer dans un environnement changeant. Alors, il y aurait sûrement besoin d'apporter des précisions sur le choix de chacun des termes clés de cette définition. Mais comme on dispose que de 45 minutes aujourd'hui et qu'il y a pléthore de choses à aborder, je vais pas m'y attarder pour directement préciser ce que j'entends par industrie agile, car évidemment, culture agile et industrie agile ne sont pas la même chose. Alors j'utilise le terme industrie agile aujourd'hui dans le but de regrouper sous ce nom tous les professionnels de la mise en action ou de la diffusion de la culture agile. En fait, tous les professionnels de l'agilité, c'est-à-dire les cabinets de conseil, les organismes de formation, les organismes de certification, les experts, les coachs, etc. En fait, toutes les personnes, toutes les entreprises vivant de la vente d'un savoir, d'un outil ou d'une expertise qui sont présentées par ces personnes ou ces entreprises, donc, comme en lien avec la culture agile. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais passer sur la définition du terme travail. Je vais m'appuyer pour cela pour ce faire sur le dictionnaire Larousse, qui propose pléthore de définitions du travail. J'en ai sélectionné 2. La première, le travail est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Pour chacune des définitions, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je trouve que la définition est un peu limitante. Alors, cette définition est très large, tellement large qu'il me semble étrange d'indiquer d'ailleurs qu'il s'agisse d'une activité de l'homme. Tant le fait d'exercer une activité à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose n'est vraiment pas spécifique à l'homme. On peut également dire que c'est le quotidien d'autres espèces vivantes, comme les abeilles ou je sais pas, les fourmis, par exemple. Alors, deuxième définition, toujours dans le Larousse. Le travail est une activité professionnelle régulière et rémunérée. Alors, je trouve cette définition, là encore, assez limitée, car si je suis rémunéré pour une activité d'une journée seulement, donc une activité non régulière, ça reste quand même du travail. Ou encore, l'autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas rémunéré pour vous donner cette conférence, pourtant j'y ai consacré plusieurs heures pour la préparer. N'est-ce pas du travail? Alors, je vous rassure de suite, je ne vais pas lister toutes les définitions de Larousse ou d'autres dictionnaires. Je voulais juste vous montrer à travers ces 2 exemples et ces 2 définitions combien ce terme est difficile à définir, et d'autant plus qu'il a évolué au fil des siècles. Historiquement, le travail avait pour but de survivre, avait pour but de s'assurer un moyen de subsistance. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui dans certaines sociétés.
Et aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, notamment avec le développement de valeurs individualistes et rationnelles, le travail est recherché pour le revenu qu'il procure, mais aussi pour s'accomplir et s'épanouir. Car dans le travail, il y a aussi la volonté de s'inscrire dans quelque chose qui fait sens pour soi et pour les autres, dans quelque chose pour lequel nous pouvons nous reconnaître et être reconnus. Voilà pour une mise au clair très très rapide de la notion si plurielle et diffuse du travail. Volontairement, hein, je vous ai pas, comme pour l'agilité, donné une définition stricte, c'était pour vous montrer que c'est une notion qui est assez floue. Mais qu'en est-il alors de la souffrance au travail? Alors, la souffrance au travail, comme pour le travail, c'est encore là, encore une fois, une notion qui est parfois contradictoire, parfois floue, et surtout parce que déjà, elle est aussi bien subjective qu'objective. Et elle n'est compréhensible, pour reprendre les propos du sociologue Vincent de Goldjacq, qu'en opposition avec la reconnaissance du fait que le travail peut aussi être facteur de bien-être. La notion de souffrance au travail, et là c'est la vraie différence par rapport à la notion de travail, c'est qu'elle est beaucoup plus récente que la notion de travail. Elle est évoquée, on va dire, depuis quelques dizaines d'années, notamment par des médecins du travail, et notamment en raison des travaux du psychiatre Christophe Dejour. Et elle désigne de nouvelles pathologies du travail, des pathologies mentales, comme la dépression, les troubles mentaux, le stress, le suicide, des pathologies mentales qui sont apparues à côté des pathologies traditionnelles dites physiques. Alors c'est une notion tellement récente que c'était qu'en 2002, à travers la loi de modernisation sociale, que le Code du travail français a mentionné pour la première fois le terme de santé mentale. Alors c'est une notion récente, et tout simplement parce que c'est en lien direct avec l'évolution que j'évoquais tout à l'heure du travail, et plus exactement de l'évolution de ce que l'on attend du travail. Elle est en quelque sorte, une conséquence du passage du travail pour subvenir à ses besoins au travail pour s'accomplir. Et là, pour résumer vraiment très grossièrement et faire quelques raccourcis, c'est lorsque l'on ne s'accomplit pas au travail que l'on souffre. Donc c'est une notion récente, certes, mais aujourd'hui qui est très prégnante au point où le travail peut être perçu comme un lieu de souffrance. Pour paraphraser le juriste et philosophe Alain Supiot, si avant le travail nous abrutissait, aujourd'hui, il nous rend fous. Et je vous partage quelques données chiffrées qui en témoignent. Alors il y a pléthore de chiffres, hein, je ne vais pas tous vous les partager, j'en ai sélectionné quelques-uns. Attention aussi, hein, il y a beaucoup d'études qui annoncent des chiffres, mais qui sont forcément expliqués comment elles s'y sont prises pour calculer leurs résultats. En 2018, en France, selon les chiffres de l'assurance maladie, le nombre de demandes de reconnaissance de maladies psychiques a été multiplié par plus de 5 en 5 ans. Et 50% des dossiers transmis sont d'origine professionnelle. Et en 2012, selon une étude du cabinet Towers Watson qui a été réalisée auprès de 32 000 salariés répartis à travers le monde, 43% des salariés interrogés se sentent détachés de leur entreprise. Alors comment expliquer une telle situation? Et surtout, quelle réponse apporter à cette situation? Alors, il y a une réponse que j'entends très très souvent quand je discute avec des personnes du sujet de la souffrance au travail. La réponse que j'entends très souvent et qu'on voit même partout sur LinkedIn, c'est ouais, en fait, il suffit de redonner du sens. Cela paraît a priori cohérent. Seulement, c'est une réponse un peu fourre-tout et surtout limitée. En effet, si on regarde une étude qui a été menée en mai 2021 par l'Ordre des infirmiers, elle montre que suite à la crise sanitaire du Covid-19, 40% des infirmiers ont envie de changer de métier. Difficile pourtant de trouver un métier qui ait plus de sens que celui d'infirmier. L'erreur, en fait, c'est de considérer qu'il suffit d'avoir un métier qui ait une utilité, au sens social, sociétal ou environnemental, pour retrouver du plaisir au travail. Mais ça, c'est mettre de côté tout un entrelacement de causes, de symptômes, et c'est aussi ignorer que le problème est souvent la solution. Ça, c'est ce qu'on va voir tout au long de la conférence. C'est-à-dire que les solutions apportées au problème, donc au problème de la souffrance au travail, sont souvent génératrices ou générateurs de souffrance. Alors, comme vous pouvez le voir sur le slide, les raisons de la souffrance au travail sont nombreuses, tout comme les fausses solutions appliquées pour y remédier. Alors, mon but ici n'est pas de vous les lister toutes ou de rentrer dans le détail de chacune, parce que tout simplement, il y en a énormément, et ça nous prendrait bien plus que le temps qui m'est imparti pour rentrer dans le détail. Je vais plutôt me centrer sur 3 causes et 2 fausses solutions, et vous expliquer pour
pour chacune d'entre elles, comment l'industrie agile, sans forcément le vouloir, y contribue. Alors les 3 causes et 2 fausses solutions que je vais vous présenter ne sont pas forcément plus importantes que d'autres ou plus marquantes. Alors cette sélection, je l'avoue, est purement subjective. Ce sont 3 causes et 2 fausses solutions que je trouve les plus récurrentes, selon ma propre expérience, donc avec les limites que ma propre expérience a, et auprès donc de mes interventions, auprès notamment de différents clients. Alors je vais commencer par faire un zoom, si vous voulez, sur 3 causes profondes, qui sont le travail empêché, le changement permanent et la tyrannie de l'urgence. On va commencer avec le travail empêché. Alors c'est pas un terme qui est de moi, le travail empêché, c'est un terme qui a été utilisé par le psychologue Yves Clos. Il parle de travail empêché pour qualifier une situation où les salariés qui participent pas aux décisions impactant directement leur quotidien et ne peuvent pas agir sur leur environnement ni expérimenter des hypothèses. Ils se retrouvent alors enfermés dans des process, des méthodes, des pratiques qui sont définies par des personnes extérieures. Donc c'est des managers, des consultants ou même, comme nous allons le voir tout au long de cette conférence, des coachs agiles. Des personnes extérieures persuadées qu'il n'existe qu'une seule bonne manière de faire, la leur. Et donc c'est cet écart qui se crée entre ce que les salariés souhaitent effectuer, ce que leur environnement leur permet de faire, et ce que leur supérieur attend d'eux en termes de résultats est un terreau pour les risques psychosociaux. Alors là, la question que vous allez pouvoir me poser, c'est ok, d'accord, mais en quoi l'industrie agile contribue au travail empêché ? Eh bien, dans mon expérience, j'ai rarement vu une équipe être à l'initiative d'une démarche agile. Celle-ci est très souvent imposée par une ou plusieurs personnes extérieures à l'équipe, ou parfois même extérieures à l'entreprise. Mais alors, pour éviter de me fier uniquement à mon expérience perso, à mon ressenti personnel, si vous voulez, en début d'année, j'ai partagé sur LinkedIn et sur un Slack qui s'appelle Les Agilistes, qui regroupe, on va dire, des personnes qui restent les métiers de Scrum Master, de Product Owner, de Coach Agile. J'ai partagé un questionnaire sur le sujet que j'évoque là aujourd'hui. J'ai pu récolter 70 réponses. Alors, 70 réponses, vous pouvez me dire à très juste titre que c'est pas assez pour avoir une quelconque valeur scientifique, et en effet. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça montre une petite tendance, et même une sacrée tendance. On peut voir qu'à la question « Qui a pris la décision d'instaurer la culture agile au sein de votre équipe ?», plus de 56% des personnes ayant répondu au questionnaire ont affirmé qu'il s'agissait d'une personne extérieure à l'équipe. Et là, personnellement, je trouve que c'est complètement contradictoire comme cheminement, car d'un côté, on nous dit, les agilistes disent, la culture agile nous explique qu'il faut mettre en avant l'importance de l'autonomie des équipes, et d'un autre côté, l'industrie agile, elle impose une façon de penser ou d'organiser le travail. C'est profondément paradoxal. Et donc, une fois de plus, moi, j'avais pas envie de me baser uniquement sur mon ressenti ou ce questionnaire avec toutes les limites scientifiques à ce questionnaire. Et donc, j'ai partagé ce que je vous partage là à un auteur et un consultant américain que j'estime beaucoup, qui est spécialisé dans le changement organisationnel et qui travaille régulièrement avec les auteurs du Manifeste Agile et notamment avec Jeff Sutherland. Et donc, il s'agit de Daniel Messick. Et ce qu'il m'a répondu a conforté mon intuition première. Alors, je partage pas tout le mail qui m'a répondu. Et si je voulais, après, je pourrais le partager un peu plus tard. Et je vous partage plutôt des extraits. Et ce qu'il dit est assez frappant. Alors voilà ce qu'il raconte. Il dit que dans le monde entier, l'agilité est imposée. L'industrie agile a totalement échoué dans l'éducation des cadres. Des cadres bien intentionnés croient qu'ils peuvent déployer l'agilité comme un processus défini. Mais en réalité, cela ne fonctionne pas de cette façon. Et personne ne leur dit le contraire. Personne ne dit aux cadres que les employés doivent être impliqués dans le changement. Personne ne dit aux cadres que le fait de forcer le changement réduit l'engagement des employés. Voilà, fin de la citation. Donc, à travers mon expérience, à travers les résultats du questionnaire, à travers aussi ce retour de Daniel Messick, une tendance semble se dégager avec toutes les limites que j'évoquais précédemment, celle d'une industrie agile imposant des environnements de travail. Elle contribue donc au travail empêché que j'évoquais précédemment. Et ce travail empêché qui est une source donc de souffrance. Deuxième cause sur laquelle je vais faire un zoom, celui du changement permanent. Alors, la restructuration ou la réorganisation permanente des entreprises est une source de souffrance au travail. À ce sujet, à titre d'exemple, je ne compte plus dans mes interventions auprès de clients le nombre de fois où des personnes me disent ne plus savoir le nom d'un département dans lequel travaillent certains de leurs collègues, tant ce département a changé de dénomination, de nom si vous préférez, au fil des années. J'ai même le souvenir d'un client
me montrant, durant le moment où je l'accompagnais, tous les mois, il me montrait les modifications qui étaient apportées à l'organigramme de son entreprise. Et cette réorganisation permanente empêche les salariés de s'appuyer sur leur expérience, sur leur réseau, sur leur collectif, ou encore sur une hiérarchie stable. Ce changement se manifeste notamment par la création de nouveaux pôles, par la suppression d'autres, par des repositionnements de services qui sont plus attachés aux mêmes directions, par des équipes changeant au gré des projets, au gré des affinités, ou encore par l'arrivée ou le départ de prestataires extérieurs aux intentions parfois contradictoires. À ce sujet, j'ai une anecdote assez symptomatique. Un client qui était passé par un prestataire extérieur qui lui recommandait de mettre en place le framework SAFe dans son entreprise. Alors finalement, ça s'était fait qu'en partie, pour tout un tas de raisons politiques que j'ignore et que je ne pourrais donc pas vous partager aujourd'hui. Et là, un deuxième cabinet de conseil a été retenu, se présentant comme agnostique. Alors je mets une petite parenthèse sur ce terme-là. Ça me fait toujours rire ce terme, j'aime beaucoup quand on dit ça. Déjà parce que c'est un terme qui laisse penser que l'agilité est un culte, et ensuite car c'est un terme qu'utilisent aujourd'hui beaucoup de cabinets de conseil spécialisés en agilité pour donner l'illusion d'une maturité sur le sujet, et qui au final le vendent ni plus ni moins qu'un mix de framework. Et en l'occurrence, chez ce client, c'est un peu ce qui s'est passé. C'était cette démarche présentée comme agnostique a consisté à mixer Safe avec le modèle Spotify. Bref, dans cette histoire, les salariés ont d'abord été formés à Safe, voilà, en grande quantité et sur des formations un petit peu différentes. Puis on commençait à être informés du modèle Spotify et à l'appliquer sans trop jamais savoir pourquoi ni comment. Et tout ça, ça a permis ça a créé au final un sacré bordel et une véritable confusion au sein des équipes. Et ce changement permanent passe également par des changements de langage, avec l'arrivée de nouveaux mots, la disparition d'autres mots qui sont jugés appartenir à l'ancien monde, et de même pour la création ou la suppression de métiers, de rôles, d'outils, de pratiques. Voilà, vous êtes très conscient que quand, par exemple, on arrive et qu'on met en place Scrum, il y a des nouveaux mots qui apparaissent, des nouveaux rôles aussi qui apparaissent, comme Scrum Master ou Product Owner. Et tous ces changements, et même ce changement permanent, déstabilise, fragilise des salariés qui perdent leurs repères et se retrouvent ballottés d'un changement à un autre. Et cela les place dans le flou. Et cette désorientation subie, qui est génératrice de souffrance auprès de certaines personnes, crée ce que la sociologue Danielle Linhart nomme la précarité subjective. Alors j'en profite pour partager une citation de Danielle Linhart, une personne que je respecte énormément, une citation qui est extraite d'une interview qu'elle a donnée à Bastamag, qui résume ce que vous venez d'évoquer et qui explique cette notion de précarité subjective. Alors je cite, « Dans les entreprises, on change régulièrement les logiciels, on recompose les services et départements, on redéfinit les métiers, on organise des déménagements, on externalise, puis on réinternalise. Ce faisant, on rend les connaissances et expériences obsolètes. On arrive même à transformer de bons professionnels en apprentis à vie. Les gens sont perdus. » Fin de citation. Alors, l'industrie agile contribue très très fortement à cette précarité subjective. C'est même le cœur de son activité, de son business, on va pas se mentir. Elle prône ce changement permanent en le présentant comme un moyen incontournable pour l'entreprise de s'adapter à l'incertitude qui l'entoure. Si le marché change, si les besoins évoluent, alors l'entreprise se doit de changer. Elle se doit de se transformer, d'évoluer. Logique. Cela se traduit par le déploiement de nouvelles pratiques, de nouveaux process, de nouvelles dénominations, on en parlait tout à l'heure, de nouvelles formations, d'un nouveau langage, de nouveaux rôles, etc. Et tout ça, ça donne le sentiment aux salariés d'être sur le fil du rasoir. Ce déploiement est le cœur du business de l'industrie agile, comme je disais tout à l'heure, car elle vit, l'industrie agile, de l'enseignement et de la mise en œuvre de ces pratiques et de ces procédures. Et pour paraphraser Danielle Linhart, les salariés doivent se rabattre sur ces procédures, comme une bouée de sauvetage. Et donc l'industrie agile contribue à ce changement permanent, et cela se vérifie dans le résultat du questionnaire que je vous évoquais un petit peu plus tôt. Au sujet de l'apprentissage de la culture agile, les personnes répondent à plus de 65% qu'elles ont été confrontées à l'agilité par le prisme de la mise en place de nouvelles procédures, règles ou pratiques. Et en mon sens, le cœur du problème avec cette course au changement, qui je l'admets, peut être un rythme réfléchi ou avec une démarche collective, ce qui est malheureusement très rarement le cas, qui peut être parfois nécessaire, voire indispensable pour une entreprise. À mon sens, le cœur du problème, c'est que c'est un changement qui est subi et non construit collectivement.
Et les nouvelles procédures ne sont rarement le fait de ceux qu'elles concernent. Elles sont définies et maîtrisées par des directions, des cabinets de conseil, des experts externes, des coachs agiles. Et les salariés se retrouvent alors impuissants, incompétents et parfois même obligés de demander de l'aide. Et c'est totalement paradoxal, une fois de plus, que l'industrie agile participe à cette situation, car comment créer de l'engagement si les pratiques sont imposées? Comment favoriser l'autonomie, chère à la culture agile, on nous rabat les oreilles avec ce principe d'autonomie, si la première approche revient à imposer des règles, et cette approche-là qui témoigne d'une défiance totale envers les salariés? Ou encore, comment permettre aux équipes d'être efficaces si leur environnement change en permanence? Alors, troisième cause de souffrance au travail que je vous présente aujourd'hui, c'est la tyrannie de l'urgence. Là, je vais vous citer la sociologue Dominique Schnapper. Elle a écrit un livre avec son fils qui s'appelle L'entreprise en démocratie, que je vous conseille, qui est vraiment incroyable. Elle dit dans ce livre-là, les entreprises sont transformées par l'accélération du progrès technique, la concurrence accélérée et l'accélération de l'exigence de résultats financiers. La tyrannie de l'immédiat constitue un défi en soumettant l'entreprise à une temporalité extérieure qui n'est pas celle de son fonctionnement intérieur. Fin de citation. Alors, je vous partage cet extrait, pourquoi ? Pour vous montrer que l'immédiateté est devenue aujourd'hui une norme, en fait, en entreprise, mais aussi dans notre quotidien, en dehors de l'entreprise. Alors, sauf que cette immédiateté, elle ne permet pas de se projeter, elle ne permet pas de réfléchir. Cette immédiateté, elle ne permet pas de comprendre, car ce qui est primordial, c'est la circulation rapide de l'information, mais pas de la connaissance. Cette immédiateté emmène en plus une raréfaction du temps. Le temps nous presse de plus en plus. La pression augmente au point de générer du stress. Et d'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, le stress est devenu l'un des principaux problèmes de santé au travail. Mais ce stress professionnel, il ne fait pas mal qu'aux individus, il fait mal aussi aux entreprises qui les emploient. Parce que son coût économique, il est gigantesque. Il est estimé entre 3 et 5% du PIB, selon les études et les recherches. Et contrairement à ce que de nombreuses fausses croyances véhiculent sur le sujet, il n'y a pas de bon stress. Vraiment, ça n'existe pas. Il faut s'enlever cette fausse croyance de la tête, ça n'existe pas le bon stress. L'industrie agile contribue à cette tyrannie de l'urgence en présentant l'agilité comme un moyen permettant d'aller plus vite. Alors, en témoignent 2 livres références de la culture agile. Alors, Martin Fowler et Jeff Sutherland, qui sont tous les 2 signataires du manifeste agile, ont écrit 2 livres dont les titres indiquent clairement qu'agilité et urgence font bon ménage. Alors, je ne remets pas du tout en cause le fond de ces ouvrages, qui sont d'ailleurs très bien, mais leur titre et l'interprétation qui peut en être faite. Et d'ailleurs, il y a une autre personne signataire du manifeste agile qui partage cet avis-là. En effet, les titres accélérés ou faire 2 fois plus en 2 fois moins de temps prêtent à confusion et laissent entendre que l'agilité signifie tout simplement aller plus vite. Ce qui, en mon sens, est complètement faux. Cette confusion, on la retrouve également dans les termes qu'on utilise au quotidien, nous, en tant qu'agilistes. Les termes nouveaux qui arrivent dans les entreprises, je pense au terme sprint, évidemment, soit course de vitesse pour désigner une itération, le terme vélocité encore, qui signifie rapidité dans le mouvement pour désigner la production d'une équipe. Et cette confusion amène aujourd'hui un grand nombre de décideurs, de managers, à imposer l'agilité dans l'espoir de voir les équipes produire plus et plus vite. C'est d'ailleurs ce que confirme le questionnaire et une autre étude que je vais vous évoquer. À la question sur quelle volonté repose avant tout la mise en place de la culture agile au sein de votre équipe, près d'1 personne sur 2 a répondu livrer plus et plus vite. Mais ça se vérifie également dans l'annuel State of Agile Report de 2020. Si vous ne connaissez pas, c'est un rapport qui a lieu tous les ans, qui est envoyé à 40 000 experts et praticiens de l'agilité, qui est disponible sur Internet. Je vous recommande, on apprend plein de choses là-dessus. Et qu'est-ce que nous dit ce rapport? Que 71% des sondés ont expliqué avoir mis en place une démarche agile dans leur entreprise afin d'aller plus vite. Alors, je vais continuer maintenant sur les fausses solutions. Là, on a vu 3 causes profondes. Maintenant, on va passer sur les fausses solutions. Alors, les 3 causes de souffrance au travail qu'on a vues ensemble, le changement permanent, la tyrannie de l'urgence, le travail empêché. Maintenant, on va passer au zoom sur 2 fausses solutions qui sont appliquées pour tenter d'endiguer cette souffrance au travail. Le changement structurel et l'approche solution. Alors, le changement structurel. Alors, avant d'expliquer en quoi le changement structurel d'une entreprise est une fausse solution et comment l'industrie agile y contribue très fortement, je prends quelques instants pour expliquer la différence fondamentale et pourtant qui est assez peu comprise entre les termes de structure et d'organisation.
Alors pour cela, je m'appuie sur le livre La faillite de la pensée managériale du sociologue François Dupuis, excellent livre, je recommande aussi. Et dans ce livre, François Dupuis explique que la structure d'une entreprise relève de sa connaissance ordinaire. C'est par exemple son organigramme, ses rôles, ses process, ses règles. Il s'agit au final de sa représentation formelle. Et l'organisation correspond quant à elle à une connaissance élaborée, qui n'est pas immédiatement perceptible. L'organisation n'est pas dans les procédures ou les règles, mais dans l'utilisation que les salariés vont faire. En gros, comment ils vont jouer avec ces procédures et ces règles pour travailler ensemble. Donc, pour le dire autrement, la théorie, c'est la structure, et l'organisation, c'est la réalité. Et quelles que soient les raisons à l'origine d'une volonté de changement d'une entreprise, lorsque ce changement est réfléchi ou mis en place, il est très 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 souvent centré avant tout sur la structure de l'entreprise. Et ça, je le vois malheureusement chez la plupart des clients que j'accompagne. C'est-à-dire que l'entreprise va se concentrer sur le changement des organigrammes, des divisions, des départements. Elle va ajouter ou supprimer des rôles, elle va émettre de nouvelles règles, etc. Seulement, pour citer François Dupuis, ce faisant, a-t-on vraiment changé quelque chose? En ce qui concerne les effectifs, clairement, certainement. Mais qu'en est-il de la réalité de ce que font les salariés, de la façon dont ils travaillent, dont ils résolvent leurs problèmes? Rien n'est moins sûr, car le changement des structures n'a pas mécaniquement remis en cause l'organisation, c'est-à-dire, répétons-le, ce que font les personnes au sein de l'entreprise. Alors, ce changement structurel, qui en plus coûte généralement très cher auprès des cabinets de conseil, auprès de coachs, etc., a un impact souvent très très limité, nul, voire parfois négatif. C'est pourtant ce changement structurel qui est privilégié par l'industrie agile aujourd'hui à travers la vente et la mise en place de frameworks comme Scrum, comme Nexus, comme Safe, comme quantité d'autres, qui se concentrent essentiellement, voire exclusivement, sur la mise en place de nouveaux rôles, de nouvelles règles, de nouveaux organigrammes, et ils passent à côté de l'essentiel, l'organisation de l'entreprise. Alors ce constat, je ne suis pas le seul à le partager, c'est aussi celui de Deepo Hill, qui est coach américain en développement logiciel, qui a un blog que je vous conseille de lire, dans lequel il partage plein d'articles super intéressants. Et notamment, il a partagé un article en avril dernier, où on voit ce qu'il raconte. Il explique que ceci, chaque installation safe que j'ai vue, et il y en a eu pas mal, et j'utilise le mot installation à bon escient, donc là ça fait écho à tout ce qu'on a vu précédemment, est profondément attaché à une approche hiérarchique de contrôle. Les frameworks agiles concentrent leur attention et leur raisonnement presque entièrement sur les processus, les règles, les formulaires et les procédures. Fin de citation. Avec toutes les limites que je viens de vous évoquer et qui a été évoquée notamment par François Dupuis. Alors, passons maintenant à une deuxième fausse solution qui est utilisée pour éviter ou lutter contre la souffrance au travail, mais qui se révèle bien souvent inefficace. C'est l'approche solution. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, face à la tyrannie de l'urgence que j'évoquais précédemment, mais également face au désengagement croissant des salariés, nous voyons aujourd'hui un foisonnement de recettes, de concepts, de modèles, de pratiques qui sont portés essentiellement par des cabinets de conseil, des consultants ou des conférenciers, nous expliquant que leurs recettes, leurs concepts, leurs modèles, leurs pratiques sont des solutions permettant de surmonter les problèmes que rencontrent les entreprises. Vous avez un problème d'efficacité dans vos équipes de développement logiciel? Pas de souci, mettez en place Scrum. Vos équipes semblent perdues? Aucun problème, pas de souci, mettez en place des OKR. Votre client est insatisfait? Pas de souci, mettez en place, lancez le design sprint, etc., etc. Et donc, beaucoup d'entreprises s'engouffrent dans toutes ces solutions managériales, attirées par leurs promesses. Elles dépensent beaucoup d'énergie et donc de temps, et évidemment d'argent, sans qu'au final, rien ne change en profondeur. L'essentiel des problèmes demeure, et pire, il y a même des nouveaux problèmes qui apparaissent. Et, en mon sens, cela s'explique par le fait que cette approche solution, qui est très chère à l'industrie agile, c'est même dans son ADN, vraiment l'approche solution, c'est ce qu'il a défini, je dirais même. C'est parce qu'elle oublie deux choses fondamentales. Premièrement, le problème, c'est la solution, pour paraphraser le psychologue Paul Watzlawick. Et deuxièmement, le problème, c'est le problème, pour paraphraser le sociologue Michel Crozier. Alors attention, je ne dis pas que ces conférenciers, ces consultants ou toutes ces personnes ont tort. Pour reprendre une formule de Paul Watzlawick, je pense sincèrement qu'ils n'ont pas tort, enfin en tout cas de leur point de vue. Paul Watzlawick explique que ce sont bien souvent les tentatives que les gens mettent en place pour essayer de résoudre des problèmes qui aggravent les problèmes.
Il explique notamment dans son livre Les cheveux du baron de Munchausen en disant, je cite, « La croyance que notre propre vision de la réalité est la seule réalité est la plus dangereuse de toutes les illusions. » Alors je répète parce que je la trouve vraiment très importante, cette phrase. La croyance que notre propre vision de la réalité est la seule réalité est la plus dangereuse de toutes les illusions. Pourquoi je la répète? C'est parce que comment ne pas y voir un formidable parallèle avec l'industrie agile qui a cette fâcheuse tendance à projeter l'agilité sur tout, à considérer l'agilité comme vérité, comme une solution miracle à tout. D'ailleurs, c'est simple, hein. Si votre entreprise ne devient pas prospère grâce à l'agilité n'est pas le problème. L'agilité n'est jamais le problème. Le problème, c'est que vous n'êtes pas agile. Vous faites de l'agile, mais vous n'êtes pas agile. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'esprit agile. Ou, comme beaucoup de personnes se complaisent à le dire, le problème, c'est que vous n'avez pas le bon mindset. Alors ça, c'est autant de raccourcis intellectuels qui permettent à l'industrie agile de vendre toujours plus de formations, toujours plus de coaching, toujours plus de conseils sans jamais, jamais, jamais se remettre en question. Alors seulement, dans un monde qui est aléatoire, hein, on répète à l'infini ça, et c'est même la raison de l'existence de l'agilité, il n'existe pas de vérité, et encore moins de vérité simple. L'agilité, il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'un modèle mental parmi tant d'autres. Face au nombre de choses qui nous dépassent, les variations sont beaucoup trop fortes pour asseoir avec certitude une agilité réponse à tout et pour transformer le manifeste agile en destination, ou alors pire, bien pire, en écrit divin. Alors le problème, c'est la solution, ce que je disais tout à l'heure, mais j'ajouterais également que le problème, c'est aussi celles et ceux qui portent la solution. Mais, et là, à juste titre, vous pouvez me demander pourquoi ces recettes, ces concepts, ces modèles, ces pratiques ne seraient-ils pas valables? Bah, c'est pas au final, c'est pas véritablement mon propos, hein. Parce qu'il y a quantité de bonnes choses à retirer de tout cela. Il y a quantité d'apprentissage à retirer de tous ces trucs, et notamment, enfin, pour en citer que deux, des travaux, par exemple, de Jürgen Appelo avec le Management 3.0, ou de Jeff Sutherland avec tout ce qu'il a fait comme livre, et avec Scrum notamment, et pour en citer que, et je trouve que la force, en plus de ces pratiques, de ces modèles, de ces personnes-là, c'est qu'elles ont montré, elles ont décrit toutes les dérives managériales auxquelles on assiste encore aujourd'hui. Mais seulement, pour citer François Dupuis, qui a consacré d'ailleurs plusieurs pages à la culture agile, mais aussi à l'entreprise libérée, à l'holacratie, dans son excellent livre « On ne change pas les entreprises par décret ». Alors qu'est-ce qu'il nous dit, ce bon vieux François? Il nous dit que ces ouvrages, donc là il fait référence aux ouvrages qui parlent de l'agilité notamment, de l'entreprise libérée aussi. Ces ouvrages proposent de résoudre des problèmes que l'on ne connaît pas. Il explique, je cite, qu'il manque dans ces approches, et donc dans l'approche agile, un investissement dans la connaissance, première phase de tout processus de changement. Le problème, c'est le problème. Suggérer qu'il faudrait faire comme ceci ou comme cela devant des symptômes confondus avec des problèmes conduit à des impasses et des désillusions. Fin de citation. Et donc, plutôt que d'avoir une approche solution, comme le fait si bien l'industrie agile, François Dupuis conseille d'investir dans la connaissance du problème, dans l'appréhension du collectif, et d'utiliser cette compréhension pour agir de façon raisonnée, construite et si possible maîtrisée. Donc on approche de la fin de cette conférence, et avant de conclure, je voudrais faire un petit récapitulatif de ce que je viens d'évoquer. Alors, le travail dont les contours sont difficiles à définir clairement, on l'a vu tout à l'heure, hein, ces contours-là, pardon, ils sont flottants. Alors, le travail a évolué au cours de l'histoire, au point aujourd'hui de dépasser un simple cadre contractuel. Bon, là, c'est une redite par rapport à ce que je disais en introduction. En clair, on ne travaille pas que pour l'argent, que pour survivre, quoique ça, c'est pas non plus valable dans toutes les sociétés. On travaille aussi pour s'inscrire dans quelque chose qui fait sens pour soi et pour les autres. Et le travail a aujourd'hui plusieurs fonctions. La satisfaction de ses besoins, la transformation de son environnement, mais aussi la maîtrise de soi. Et cette évolution du travail s'est accompagnée d'une nouvelle pathologie, une pathologie mentale en lien direct avec le non-accomplissement de soi au travail. Enfin, en lien direct, notamment, ce n'est pas que ça. C'est ce que l'on appelle communément la souffrance au travail ou le mal-être au travail, dont les causes sont multiples, et surtout, hein, j'insiste, elles sont aussi bien objectives que subjectives. C'est-à-dire que ce qui va créer de la souffrance pour une personne, c'est pas forcément ce qui va créer de la souffrance pour une autre personne. Donc c'est très important d'avoir en tête qu'elles sont subjectives. C'est ce qui explique toute la difficulté de les comprendre. Et donc parmi la multiplicité des causes
expliquant le mal-être au travail, je vous en ai cité 3. Le travail empêché, le changement permanent et la tyrannie de l'urgence, en vous expliquant pour chacune comment l'industrie agile y contribue. Je vous ai partagé pour cela un questionnaire que j'ai posé, sur lequel j'ai pu avoir plusieurs réponses d'agilistes. Il y a aussi je vous ai partagé aussi le rapport, la J Report, et aussi différents écrits de chercheurs. Et face à cette souffrance, de nombreuses fausses solutions sont aujourd'hui vendues et appliquées en entreprise. Je vous en ai partagé 2. Le changement structurel et l'approche solution. 2 fausses solutions qui sont, comme je vous l'ai montré, très très largement appliquées par l'industrie agile aujourd'hui. Mais pour aller au-delà de ça, pour se concentrer sur la souffrance au travail, ce qu'on a pu voir, c'est que au cours de ces dernières années, cette souffrance au travail a créé tout un nouveau business. Il y a même certains auteurs qui expliquent que cette souffrance au travail a permis une hausse de plus de 10% du chiffre d'affaires des cabinets de conseil. Et le business de la souffrance au travail est un business qui est juteux et qui est pointé du doigt, notamment par la consultante et la psychopatricienne Sylvaine Perragin, au sein de son livre « Le cerf de la peine ». Une fois encore, c'est un très bon livre, je vous le conseille. Et dans cet ouvrage, Sylvaine Perragin décrit l'imposture de nombreux cabinets de conseil, et notamment des cabinets RH. Elle explique ceci. Tels des pompiers pyromanes, les cabinets RH vendaient du management de performance, souvent par le stress. Ils vendent maintenant du soin pour les salariés stressés, toujours pour une plus grande performance. Fin de citation. Alors, pourquoi je vous partage ça? Parce que c'est vrai que cabinet RH, c'est pas forcément, on travaille pas forcément, on n'intègre pas forcément l'industrie agile, même, sont assez rarement cités ou en font rarement partie. Et parmi les reproches que Sylvain Perragin émet à l'encontre de ces organismes, notamment dans les formations qu'il donne aux managers, pourquoi je vous parle d'elle? C'est parce qu'elle en partage 2 que l'on peut vraiment émettre à l'encontre de l'industrie agile, en tout cas de mon point de vue. Le premier reproche qu'elle formule, c'est l'injonction au langage positif, dont je trouve l'industrie agile est friande. Et là, ça se manifeste par la prolifération obligatoire de la psychologie positive et par la suppression de termes négatifs, au final par la suppression de tous les mots pouvant faire écho à des problèmes ou à des conflits. Alors cela laisse penser qu'il ne faut surtout pas aborder de discussions pouvant aboutir à une critique ou à une remise en question du système, ou pire, à une critique de l'agilité. Tout doit être fait avec le sourire. Deuxième reproche, l'injonction au ludique. Tout doit être drôle, tout doit être amusant, tout doit être divertissant. Là encore, comment ne pas y voir un formidable parallèle avec l'industrie agile, usant et abusant des icebreakers, des energizers, des gamifications et autres journées de team building. Je pense notamment à toutes ces techniques d'animation que vous devez connaître, comme le haka géant, comme le Shifumi géant, et tout un tas d'autres trucs que je trouve personnellement profondément abrutissants, et qui transforment les moments d'échange en moments que j'appelle moments centre aéré ou moments intervilles. Au-delà de ces icebreakers, et pour rester dans l'injonction ludique, j'ai le souvenir d'une personne me montrant avec fierté comment elle avait gamifié la transformation de ses équipes. Équipe où chaque membre devait se créer un avatar, équipe devant débloquer des succès dessinés sur des murs, leur permettant d'obtenir des cadeaux, très souvent totalement anecdotiques. Tout ça, c'est bien mignon, mais c'est juste le bon vieux retour de la motivation par la carotte. Soit le niveau 0 du management, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas grave au final, car comme me répétait cette personne, ici on s'amuse, on travaille avec la bonne humeur, c'est le fun avant tout. À croire, comme le souligne Sylvain Perragin, que sans être clown, tout le monde se mettra à pleurer. À croire que le travail est un jeu, voire une comédie. L'injonction au langage positif et l'injonction au ludique présentent le danger de laisser croire que tout va bien. La preuve, tout le monde se marre, tout le monde s'amuse, tout le monde a le sourire. Et ces 2 injonctions gomment toute contestation. Elles rendent tabou les conflits, alors même que les conflits sont indispensables. Il ne faut pas les éviter, les conflits. Ils sont indispensables, car c'est de la confrontation d'idées que naissent les avancées. Alors là, très précisément, on arrive vraiment à la fin, et vous dites, à ce moment très précis de la conférence, après vous avoir présenté le travers de l'industrie agile, à ce moment très précis, vous dites que ce que je décris n'est rien d'autre qu'un récit de dérive, un récit de mauvaise compréhension et application de la culture agile. Vous dites que ce que je décris à travers le terme d'industrie agile, au final, c'est rien d'autre que le fake agile. C'est comme ça qu'on appelle communément dans la communauté agile. On parle aussi de dark agile, soit une agilité inerte,
réduite à des pratiques vidées de leur sens, soit une agilité marketée, simplifiée, on va dire décorrélée de son but premier. Vous dites donc que ce que j'entends par industrie agile est loin, très, 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 très loin de ce qu'est l'agilité et même peut-être de ce que vous mettez en place au quotidien. Mais là, je peux que vous donner raison. Je peux que vous donner raison à ce petit détail près qui a quand même son importance. Ça veut dire que si vous considérez qu'il existe une agilité fausse, c'est par opposition à la croyance de l'existence d'une agilité authentique, une agilité véritable. Sauf que moi, ma conviction profonde, c'est que l'agilité authentique, l'agilité véritable, elle n'existe pas. Ou si elle existe, c'est uniquement dans des livres, dans des formations, dans le discours de consultants, de coach agile. En même temps, il faut bien qu'ils vivent, hein. Ou dans de très rares exemples, d'ailleurs qui sont toujours les mêmes. Et là, je pense notamment à Spotify, hein, qu'on a ressassé à outrance, pardon, et souvent, et même tout le temps à tort. Donc ma conviction est que l'agilité réelle, palpable, mise en place aujourd'hui dans l'immense majorité des cas, des entreprises, est celle générée par l'industrie agile. Celle que vous appelez fake agile, et celle que moi j'appelle tout simplement agilité. Ma conviction, est donc que l'agilité véritable est devenue, 20 ans après l'écriture du manifeste agile, parce qu'on vient tout juste de fêter les 20 ans, cette agilité, elle est devenue une belle histoire que l'on partage, que l'on partage notamment aux formations. C'est une histoire qui a été écrite initialement par des consultants et qui est entretenue encore aujourd'hui par des consultants. Et ce constat, je suis malheureusement pas le seul à l'avoir. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Voici ce que Ron Jeffries, l'un des 17 signataires du manifeste agile en 2001, et l'un des agilistes les plus respectés à travers le monde, si ce n'est le plus respecté, voilà ce qu'il raconte, ce bon vieux Ron. Il dit que la plupart des équipes dites agiles ne le sont pas. Je ne connais aucune entreprise agile. Ça, c'est quand même marquant, hein, de la part d'une personne qui a écrit le manifeste agile, parce que Ron Jeffries, hein, faut le rappeler, il a écrit, on va dire 80% du manifeste agile, c'est lui qui l'a écrit. Donc cette personne-là, qui a longtemps défendu, même formé sur ce sujet, nous explique que les équipes agiles ne le sont pas et qu'il ne connaît aucune entreprise agile. Voilà. Il est temps de conclure. 20 années se sont écoulées depuis l'écriture du manifeste agile. 20 années durant lesquelles l'agilité a dépassé le simple cadre du développement logiciel pour mieux dévorer le monde. Au point, le consultant américain Steve Dunning nous explique dans un article qui est paru dans Forbes, je crois que c'est en 2018, si j'ai bonne mémoire, que nous sommes aujourd'hui entrés dans l'ère de l'agilité. Seulement les 20 années d'usage du terme agile ont rendu ce terme transparent. En tout cas, c'est mon opinion profonde, hein, et ont gommé sa signification. Mais au final, rien de plus normal, car le succès d'un concept est indissociable de sa propension à être galvaudé. Si bien qu'en mon sens, il ne sert à rien de traquer les usages ou les applications fidèles ou non de l'agilité, c'est trop tard. Il ne sert à rien également de tenter de redéfinir le terme, d'essayer de revenir à son essence ou de compléter sa boîte à outils déjà bien boursouflée. Si l'agilité a eu le mérite d'attirer l'attention sur les errances managériales au sein du développement logiciel, son application, sa mise en œuvre aujourd'hui est très souvent à 1000 lieues des intentions initiales des signataires du manifeste agile. Et pire, comme nous venons de le voir tout au long de cette conférence, son application participe au mal-être des salariés. Mais si toutes ces actions ne servent à rien, il me semble par contre indispensable d'être attentif à ce que tout cela nous apprend sur nous-mêmes. Nous, les professionnels de l'agilité, nous-mêmes, membres actifs de l'industrie agile. Alors, j'aimerais donc terminer cette conférence par une ouverture. Et plus exactement, j'aimerais terminer cette conférence par une question. Cette question, je vous invite à la noter, ou en tout cas à y réfléchir. Parce que cette question est pour moi une première étape nécessaire pour comprendre dans quoi nous nous sommes embarqués et comment nous pourrions nous remettre en cause, nous, professionnels de l'agilité. Pour comprendre ce que nous faisons et ce à quoi nous contribuons, intentionnellement ou non, hein, une fois de plus. C'est pas forcément conscient tout ça, ou volontaire. Il me semble indispensable de comprendre d'abord qui nous sommes. Et cette question, la voici. Qu'apprenons-nous sur nous-mêmes au regard de l'application du manifeste agile? Je vous remercie pour votre écoute. Et comme promis, je vais vous partager dans le chat le lien vers les slides et les ressources.
Et c'est maintenant à mon tour de vous écouter. Et si vous avez des questions, des remarques, je suis évidemment très preneur. Je me permets, Denis, de partager ton rôti, ça te va? Ah ouais, si tu veux, ouais. Voilà, j'ai mis les slides, les liens. Dans les liens, vous retrouvez également beaucoup de ressources parce que je me suis évidemment pas qu'appuyé sur mon ressenti personnel ou mon expérience perso, hein. Je me suis reposé sur la lecture de beaucoup de livres, donc vous pourrez les voir dans les slides, de beaucoup aussi d'articles sur l'agilité, de vidéos, de films, etc. Et évidemment d'études. Donc n'hésitez pas à plonger là-dedans, à lire et à vous faire votre propre avis, et peut-être même à trouver que ce que je raconte est absolument fou. Alors, je vais maintenant passer aux questions. Alors c'est pas simple parce qu'il y en a... alors, je remonte un peu le slide. Question, a-t-on des mesures de souffrance au travail depuis la Deuxième Guerre mondiale? Oui, voire encore avant. Alors, la notion de souffrance au travail est très très récente, hein. C'est une question de Mathieu. Elle est arrivée, elle a à peu près une vingtaine d'années. Cette notion de souffrance au travail, elle était beaucoup... Même par exemple, elle est notamment, elle a explosé avec l'arrivée malheureusement des suicides au travail. Et notamment en France, quand c'est arrivé au sein de France Télécom ou de Renault Digital. Avant ça, en fait, ces notions de souffrance au travail, ou même le suicide au travail n'existait pas. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail déjà parce que on manque de temps, et ensuite parce que je vous invite plutôt à lire les grands experts du sujet, notamment Christophe Dejour. Mais une des explications qu'explique la chercheuse et la sociologue Danielle Linhart, c'est d'expliquer qu'à partir des années 70, donc après les grandes grèves de 69, il y a eu un revirement avec une approche très individualiste du travail. Les personnes ont perdu en grande partie la fierté d'appartenance à un collectif. Et en étant seules face à leur quotidien, face à leur travail, elles ont commencé, c'est là où a commencé à apparaître ces notions de souffrance au travail. Alors, la pression politique sur l'IT ne nous ferait-elle pas, en tant que coach, redescendre dans la spirale dynamique vers plus de contrôle à cause de ce stress généré? Vaste question. Honnêtement, je pense pas que la pression elle soit que sur l'IT, hein. Il y a évidemment une pression, mais elle s'exerce de part et d'autre. Moi, je pense que en tant que membre extérieur ou personne intervenant auprès d'équipes ou d'une entreprise, il est de notre rôle d'expliquer, de montrer ce qui se passe, d'être le miroir en fait de la situation, et de dire et sans jugement, hein, voilà aujourd'hui, voilà ce qui se passe, et voilà ce que ça génère, et voilà les risques auxquels vous confrontez. Donc, pour répondre à ta question, Julie, je pense qu'à partir du moment où tu intègres le truc et tu es membre actif du truc, effectivement, tu vas participer à ça. Mais je pense que quand tu es coach ou Scrum Master ou consultant extérieur, je pense que le rôle principal est de s'extraire de ça pour pouvoir montrer ce qui se passe. Alors, plutôt qu'une approche solution, tu préconises une analyse des problèmes en entreprise, des références, méthodes, conseils. C'est extrêmement simple en fait, hein. Une approche solution, qu'est-ce que je conseille? Je conseille simplement d'aller parler aux gens. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est malheureusement très rarement le cas. Je vois très rarement des managers ou des dirigeants me disent « Ah, on a pris cette idée, on a mis en place ça parce qu'on allait consulter les gens, on leur a posé des questions, et maintenant qu'on comprend leurs problèmes, on met en place ça. » Non, c'est plutôt « Non, nous, on est bien plus malins que les autres, on a fait appel à un cabinet de conseil qui nous coûte extrêmement cher, et ces gens sont très très malins, et ils nous ont défini ils nous ont partagé plein de slides superbes, et c'est comme ça qu'on va se lancer. » Donc, pour moi, c'est extrêmement simple. Allez voir les gens, discutez avec eux, écoutez-les, prenez en compte ce qu'ils disent, impliquez-les, mettez en place, expérimentez tout ça. Parce que c'est des problèmes collectifs, hein, et donc la réponse, ça peut être que collective. Ensuite, tu parlais d'Anautic comme un détournement de la méthode. Ne penses-tu pas que Anautic Agile n'est juste pas une surcouche au manifeste? Pour moi, Anautic Agile, je veux le dire de manière très pragmatique, je trouve que c'est du vide en fait, ça ne sert à rien. Le terme est très mauvais. Ça
ça a une connotation religieuse qui montre en plus, je trouve, les dérives aujourd'hui de l'agilité, qui, je pense, est de plus en plus en train de devenir un culte. Et dans la pratique, toutes les entreprises, tous les cabinets, tous les experts que j'ai pu voir se présentant comme agnostiques ne faisaient que mixer des frameworks en prenant ça et là des trucs et en se vendant comme personne incroyablement surdouée sur le sujet. Alors, je vais remonter un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ce qui provoque cela n'est pas la recherche de la croissance infinie? Ah, super question, Ellie. Très, très, très bonne question. Pourrait-on envisager un changement pertinent qui ne soit pas permanent, savoir arrêter et tout changer tout le temps? Ouais, ça c'est vraiment c'est extraordinaire comme question. Ça a été remonté par Dominique Schnapper et son fils donc dans leur livre, qui ont expliqué tout simplement le management financier, l'impact en fait du libéralisme total sur les entreprises et le fait que d'avoir toujours une recherche de profit à court terme amène une notion d'immédiateté, d'urgence et donc une tyrannie d'urgence que j'évoquais plus tôt. Donc effectivement, ça contribue tout ça à ça. Et donc, je t'invite vraiment à lire ce livre de Dominique Schnapper qui aborde ce sujet. Évidemment, il y a plein d'autres auteurs qui en parlent. Le management financier, c'est un sujet très très étudié depuis quelques années et de voir l'impact en fait que peuvent avoir des actionnaires, notamment sur une entreprise, notamment sur son fonctionnement. Et ce que j'évoquais d'ailleurs, c'était qu'il y a une différence en fait de temporalité, hein. Une différence de temporalité entre cette recherche d'un profit sur le court terme et cette capacité qu'a une entreprise, son collectif, à évoluer, à se changer, à se modifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les signataires n'avaient-ils pas hésité avec simplicité? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Le terme agile me semble mal choisi. Oui, effectivement, le terme agile, effectivement, mais je pense que ça serait appelé Tartampion. Le problème serait le même aujourd'hui parce que y a une logique financière derrière, hein, de rendre le truc digeste, facilement vendable. Et c'est d'ailleurs un des points que j'évoquais tout à l'heure, Daniel Messick, hein, une des choses qu'il explique pour la raison de l'échec de l'industrie agile, il explique qu'il y a une volonté derrière de vendre et de simplifier l'agilité qui amène toutes les dérives que l'on voit aujourd'hui. Ta présentation m'a fait penser au livre de Frédéric Laloux. Oui et non. Faut savoir que le livre de Frédéric Laloux est beaucoup décrié par la communauté scientifique. Je parlais notamment de François Dupuis tout à l'heure, qui en parle en expliquant que pour lui, ce livre a un intérêt qui est celui de montrer les limites managériales d'aujourd'hui, mais que ça reste pas très incroyable comme littérature. Après, moi, je trouve ça intéressant dans le sens où ça montre des exemples de choses qui se passent bien. Seulement quand c'est aussi le reproche que je fais au livre d'Isaac Getz, hein, Liberté et compagnie, si vous le connaissez. Isaac Getz, il liste plein d'entreprises. Vous allez dans ces entreprises-là, vous vous rendez compte qu'entre ce qu'il raconte dans le livre et la réalité du terrain, il y a un monde qui est totalement impressionnant. Donc la limite entre le marketing de ces entreprises-là et la réalité et ce qu'a voulu transmettre Laloux et Getz, c'est assez incroyable, notamment chez Michelin, oui, et puis même après Spotify, hein, on est beaucoup d'agilistes à balancer sur Spotify en disant que ce qu'ils font est incroyable. Je vous invite à discuter avec des gens qui ont bossé chez Spotify, vous allez voir que c'est pas si joyeux que ça. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Agile a permis de bousculer des pratiques en place et remettre en cause. Ouais. Certes, des débats sont visibles, mais alors lorsque les travailleurs s'approprient Agile, les opportunités s'offrent, il y a de très belles histoires. Sans coach, sans agilistes, juste des gens qui réfléchissent à comment s'organiser, s'améliorer. Aucun bénéfice, non, évidemment. Mon but, c'est pas de dire que tout est à jeter, hein, que tout est nul et que, évidemment, il faut amener un peu de nuance. Ça me paraît même indispensable. Il y a évidemment des bénéfices dans l'agilité, dans tout ce que ça a pu amener, et notamment auprès de certaines équipes. Ça a amené des choses vraiment intéressantes, hein. Et c'est surtout que ça a amené sur
ça a amené sur dans les conversations, ça a amené des sujets sur l'autonomie, sur le respect, sur la prise en compte des personnes, etc. Donc, évidemment, tout n'est pas à jeter. Mais moi, pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'ennuie, c'est que les agilistes, dans leur grande majorité, même quand on va à des conférences, on a l'impression que l'agilité, c'est incroyable, c'est génial, c'est la réponse à tout, que tout est beau, tout est parfait. La réalité, est très très loin de ça. Voilà, je pense qu'il nous reste plus que 5 minutes. J'en profite déjà pour remercier toute l'équipe d'Agilil pour leur travail. Je rends notamment Jamel qui aussi qui m'a aidé sur aujourd'hui, mais toute l'équipe évidemment. Je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Si vous voulez continuer cette conversation, ça sera avec grand plaisir. Moi, c'est un sujet qui me passionne, notamment la notion de souffrance au travail. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Moi, pas forcément maintenant, même plus tard. N'hésitez pas à m'envoyer un message et avec grand plaisir pour en discuter. Il me reste plus que quelques instants. Si vous avez une dernière question, c'est maintenant. Sinon, je vais vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Merci à toi, Jamel. C'était vraiment super. C'est le bon timing, justement. On va pouvoir passer la main à... Comment c'est déjà Romain, juste après. Romain Couturier, qui va venir nous parler de l'agilité dans son équipe et comment elle pourrait démarrer. Merci encore, Denis. Merci à tous. Et je vous invite à suivre Romain. Ça a l'air vraiment intéressant. À très bientôt. Salut, bye bye.